La bataille de l'armée des ombres ne connaît jamais le moindre répit. À peine leurs anciens ennemis éliminés, le monarque se prépare déjà pour sa prochaine cible. Sous les cendres encore fumantes, l'armée des ombres ouvre le chemin à son roi. Agenouillés des deux côtés, sous la pluie battante, les soldats saluent respectueusement la venue de leur monarque. Pendant ce temps, aux confins d'un autre portail, les monarques ont déjà mis leur plan en marche. Ils font leur apparition dans le monde des humains. Mais lors de sa discussion avec Yogumunt, le monarque du givre, ressent une présence inquiétante. Un fragment de la lumière éclatante les suit, cherchant à leur barrer la route. Le fragment, le regard froid, il comprend rapidement que leur prochaine cible sera la Corée du Sud, là où se trouve le monarque des ombres. Il exige des explications, mais les monarques n'ont pas de temps à perdre avec lui. Ils décident de s'éclipser. Le fragment tente alors de les arrêter et attaque le monarque du givre, mais ce dernier bloque son coup avant de traverser le portail, disparaissant aussitôt, échappant ainsi à la confrontation. De retour sur le champ de bataille, de nouveaux ennemis apparaissent devant le monarque des ombres. Leur chef lui demande si c'est lui qui a tué ses frères. Il admet être impressionné qu'un homme d'un si petit gabarit ait pu atteindre cet endroit, mais affirme que sa fin est proche. Sung Jin-woo ne lui accorde aucune attention. Il trouve simplement le mot « petit » particulièrement grossier. Alors, d'une voix calme, il prononce un seul ordre, « Levez-vous ». L'armée des ombres surgit aussitôt des ombres, avec les corps sans vie de ses ennemis. Les soldats répondent à l'appel de leur seigneur, les généraux, prêts à frapper, attendent son signal, puis l'ordre tombe, « Tuez-les tous ». Guidés par ses généraux les plus puissants, l'armée des ombres se jette à l'assaut, transformant le champ de bataille en véritable carnage. Pendant ce temps, le monarque marche nonchalamment sous la pluie, indifférent au chaos autour de lui. Protégé par ses deux généraux d'élite, Beru et Ygritte, il avance droit vers le boss. Les deux ombres ouvrent le chemin, répondant au moindre geste de leur roi. Mais alors que le boss agonise, Crocs active sa compétence, accélération gravitationnelle. Le corps de boss est soudain cloué au sol. Le monarque s'approche malgré tout et se tient devant son ennemi, le regard froid. Il lui ordonne de répondre à ses questions, que ce sera moins douloureux s'il coopère. Mais une fois le boss éliminé, Jin-woo réalise une chose. Il n'a encore une fois rien appris d'utile. Il en conclut que le système interfère à coup sûr. Mais cela n'a pas d'importance. Rien ne presse. Il finira par découvrir la vérité un jour. Il sort alors une clé, celle qu'il a obtenue après avoir dépassé le niveau 100 lors du raid de Jeju. La clé du temple de Cartenon, un lieu chargé de mauvais souvenirs. Le système veut donc l'y renvoyer dans le repère caché, l'endroit où tout a commencé. Mais pour Jin-woo, une chose est certaine, les choses ont changé. Et si tout avait été prévu depuis le début, alors, dans ce cas, attends-moi, j'arrive. Peu de temps plus tard, après avoir terminé le donjon, Jin-woo retrouve Jin-ho. Il lui annonce qu'il sort tout juste d'un portail et lui remet plusieurs cristaux de mana de haut niveau. Selon lui, cet argent devrait suffire pour organiser la guilde. Jin-ho, ravi, lui répond qu'ils n'auront plus à s'inquiéter pour le salaire de leurs subordonnés. Jin-woo s'interroge alors. Jin-ho lui explique qu'il faut au moins 3 membres pour fonder une guilde. Mais Jin-woo, très simple dans son raisonnement, répond que c'est juste pour remplir les conditions. N'importe qui fera l'affaire. Jin-ho lui rappelle alors qu'il reste un détail très important, le nom de la guilde. Jin-woo, surpris, ne pensait pas que c'était si important. Mais pour Jin-ho, c'est vital. Après un moment de réflexion, Jin-woo propose simplement la guilde solo. Jin-ho reste figé, sous le choc. Il se demande si c'est censé être une blague. Mais à cet instant, quelqu'un frappe à la porte. Jin-ho ouvre et reste sans voix. Devant lui se tient Cha Hae-in. Elle est venue rendre visite à Sung Jin-woo dans sa guilde. Sung, surpris, lui demande ce qu'elle fait ici. Avec une voix hésitante, elle annonce « Elle souhaite rejoindre leur guilde ». Jin-woo, confus, lui demande des explications. Est-ce le directeur de l'association qui l'a envoyée? Ou a-t-elle été expulsée de sa guilde actuelle? Cha Hae-in répond simplement « Non ». Elle veut rejoindre leur guilde de son propre chef. Avec un air plus expressif, Sung lui demande donc la véritable raison de sa présence. Pourquoi veut-elle rejoindre leur guilde solo? Mais lorsqu'elle entend le nom « guilde solo », Cha Hae-in reste figée, clairement étonnée. Elle bégaye, incapable de cacher sa surprise. Sung lui explique calmement qu'il s'est mis d'accord avec le vice-maître pour ce nom, puis lui demande si elle a un problème avec ça. Aussitôt, Jin-ho fait irruption, visiblement choqué. « Comment ça, la guilde solo? On reste vraiment là-dessus? Et mes propositions, alors ?» Sung, avec un air presque enfantin, lui répond « Tu n'avais pas réagi. Je pensais que ça t'allait. » Mais en voyant la réaction de Jin-ho, il se dit que son jugement a sûrement été obscurci. La situation est devenue bien trop confuse. En se tournant vers Cha Hae-in, Sung remarque alors un détail étrange. Elle n'arrête pas de rougir. Elle fait de son mieux pour garder son calme, mais cela n'échappe pas au regard du monarque. Il se demande alors quel peut bien être son véritable intérêt à rejoindre leur guilde. Elle est une chasseuse de haut rang, cela ne fait même pas 2 ans qu'elle est devenue chasseuse, elle doit sûrement être encore sous contrat avec la guilde des chasseurs. Mais elle affirme avoir assez d'argent pour rompre ce contrat.
Jinwoo, de plus en plus confus, n'arrive pas à comprendre. Pourquoi serait-elle prête à payer elle-même sa liberté de sa poche juste pour les rejoindre? Essayant de la repousser, il lui explique que leur guilde ne dispose pas des fonds nécessaires pour recruter une chasseuse de son niveau. Mais elle lui répond aussitôt que ce n'est pas un problème et qu'elle ne veut même pas de salaire. Sung, le regard sérieux, lui demande alors pourquoi elle est prête à aller aussi loin pour rejoindre une guilde où elle n'a rien à gagner. Cha Hae-in, incapable de mettre des mots sur ses sentiments, car s'il entendait la vérité, il la prendrait sûrement pour une folle. Replonge dans ses pensées. Au début, il avait attiré son attention par son odeur, puis malgré elle, il était devenu une lueur dans un monde obscur, quelqu'un qui l'avait rassurée au moment où elle pensait mourir. Mais comment lui dire tout cela? Rougissante, elle n'arrive pas à répondre clairement. « J'espère que tu seras à mes côtés jusqu'à la fin. » Sung, toujours aussi naïf, ne comprend absolument rien. Même en la voyant rougir, il n'arrive pas à saisir ce qui se passe. Se demande-t-elle quelque chose? Cache-t-elle une information? Manigance-t-elle quelque chose? Comme elle ne répond pas clairement à ces questions, Sung se dit qu'elle cache forcément quelque chose. Et quoi que ce soit, elle a dû le préparer depuis longtemps. Sans attendre, il reprend. Va-t-elle continuer à ignorer ses questions? Cha Hae-in, les mains serrées, lui répond d'une voix douce. « J'aimerais vivre confortablement. » Puis elle demande s'il y a quelque chose de mal à ça. Surpris, Sung lui répond que non, pas du tout. Jino se penche alors vers lui et murmure à son oreille qu'elle a sûrement subi énormément de pression de la part des autres chasseurs malgré son jeune âge. Même en comprenant cela, Sung tente encore de la repousser. Il lui explique que, pour rejoindre leur guilde, il faut passer un test d'entrée. Mais Cha Hae-in, déterminé, lui demande « Quel genre de test ?» Sung, surpris, se demande si c'est de la sincérité ou simplement de l'orgueil. Il finit par lui annoncer l'épreuve. Il suffit de vaincre une invocation de mon choix. Un peu déçu de voir qu'il semble la sous-estimer, Cha Hae-in lui demande d'un air sérieux « De quelle invocation s'agit-il » Sung esquisse un sourire. « Pour vous, chasseuse Cha, la plus forte, bien entendu. » Ils tombent rapidement d'accord. Cha Hae-in se lève et lui demande quand le test commencera. Sung lui répond qu'ils peuvent le faire immédiatement au gymnase de l'association. Mais en y réfléchissant, c'est assez loin. Pensif, il se demande alors s'il ne devrait pas tenter de s'y téléporter avec elle, grâce à l'échange d'ombres. Cha Hae-in se dirige vers la porte pour rejoindre le lieu du test, mais Sung l'arrête aussitôt. Il lui dit qu'elle n'a pas besoin de sortir. Surprise, elle se retourne. « Pardon ?» Sung s'approche d'elle et explique calmement « Il y a un moyen plus efficace pour s'y rendre. » Puis, il ajoute « Mais pour ça, vous devez rester près de moi. » Décontenancé par ce comportement soudain, Cha Hae-in se met à rougir. Sans attendre, Sung la prend dans ses bras et active sa compétence. Échange d'ombre. En un instant, ils disparaissent et apparaissent directement dans le gymnase de l'association des chasseurs après avoir échangé leur position avec l'une de ces ombres déjà sur place. À leur arrivée, Cha Hae-in, stupéfaite, regarde autour d'elle. Comment une chose pareille est-elle possible? Sung, lui, comprend immédiatement. Comme prévu, j'avais raison. La compétence échange d'ombre fonctionne comme un portail. Le fait que je puisse transporter quelqu'un en est la preuve. Bien sûr, la cible reste l'une de mes ombres. Il se tourne alors vers la chasseuse Cha et lui demande de se préparer. Mais elle a le regard ailleurs. Maintenant que j'y pense, j'ai oublié mon arme. Sung esquisse un sourire. Ah, cette pioche? En repensant à la scène, Cha Hae-in rougit aussitôt. Elle tente maladroitement de se justifier. Sung, amusé, lui répond qu'il plaisantait. Elle détourne le regard. Ce n'est rien, il doit y avoir une arme décente dans l'armurerie. Cha Hae-in entre dans la salle d'armes et observe les équipements. Ce sont des armes d'entraînement. Rien d'extraordinaire mais suffisant pour un test. Après avoir choisi son arme, elle revient vers Sung. « Je suis prête. » Sung la regarde attentivement. « Vous êtes sûr que ça ira? Ce n'est pas votre arme habituelle, ça pourrait vous handicaper. » Mais elle secoue la tête. Peu importe l'arme, ça n'a aucune importance. Les monstres ne s'adaptent pas à notre niveau. Sung, sérieux, admet intérieurement qu'elle a raison. Un simple fantassin de l'ombre se ferait battre en un instant face à elle. Le test peut donc commencer. Sung invoque aussitôt Ygriss et le présente à la chasseuse. Voici Ygriss, le meilleur épéiste parmi mes invocations. Cha Hae-in demande alors « Comment sera décidée l'issue du combat? Soit vous détruisez mon invocation, soit vous abandonnez. » Sung se rappelle alors qu'il avait promis d'invoquer sa plus puissante ombre. Mais s'il appelait directement Beru, elle pourrait perdre ses moyens, tout est prêt. Sung s'apprête à donner le signal. Mais sans même attendre, Cha Hae-in se met immédiatement en position de combat. Surpris par l'intensité qui émane d'elle, Sung lui demande un instant. Il appelle discrètement Ygriss et lui remet une arme lui demandant de l'utiliser. Le chevalier accepte, Sung donne alors le feu vert. Le combat commence. Ygriss, tenant dans sa main l'épée du roi démon, s'avance lentement vers Cha Hae-in. Puis soudain, il abat son arme, libérant une foudre gigantesque qui ravage tout sur son passage. Mais au cœur de l'attaque, la chasseuse esquive d'un mouvement fulgurant.
Sa vitesse est hors norme. Sung, observant la scène, pense « Une personne normale serait déjà morte rien qu'en voyant cette attaque ». Cha Hae-in passe aussitôt à l'offensive, croisant sa lame avec celle d'Igris. Au même moment, Go Gun-hee ressent une puissante vague d'énergie magique. Il se tourne vers les écrans de surveillance du gymnase. Sur les images, il voit Sung et Cha Hae-in s'affronter. Surpris, il se demande depuis quand ces deux-là sont devenus si proches. Il repense alors à la scène dans l'hélicoptère après le raid de l'île de Jeju. À l'époque, il n'avait pas compris. Il ordonne alors d'éteindre toutes les caméras. Pendant ce court instant, le combat est déjà terminé. Cha Hae-in a mis Igris à terre. Debout, l'arme encore en main, elle se tourne vers Sung. Ce chevalier noir, c'était vraiment votre invocation la plus puissante? Puis elle ajoute, vous aviez dit que vous invoqueriez la plus forte. S'il vous plaît, invoquez-la. Sung, très sérieux, lui répond, vous pourriez être blessé. Mais les yeux de Cha Hae-in brillent. Ça ira, je veux l'affronter. Surpris, Sung lui demande comment elle peut savoir. Elle répond calmement, je l'ai vu de mes propres yeux, et en vidéo. N'ayant plus vraiment le choix, Sung invoque alors Beru, le monarque insectoïde. À la simple apparition de cette présence glaciale, une énergie sinistre envahit le gymnase. Cha Hae-in ne peut s'empêcher de trembler. La sueur perle sur son front. Sung tente une dernière fois de l'arrêter. Êtes-vous vraiment sûr de vouloir affronter Beru?